l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Et le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 3 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre actualité avec Christophe Buron et Arnaud Clerc. Messieurs, bonjour. Bonjour Marcel. Salut à tous. Alors, on va débattre actualité oblige autour d'une question qui peut faire peur comme ça. Le rugby français est-il en danger? Une question que l'on pose à quelques jours de l'élection du président de la Fédération française de rugby qui aura lieu le 3 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans quelques jours, il y a deux candidats. Florian Grill, qui est le président de la Ligue d'Île-de-France, qui a notamment le soutien d'un certain Jean-Marc Lermet, voilà le lien avec l'ASM. Et en face, il y a le président sortant, Bernard Laporte, un président qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, notamment depuis sa garde à vue le 22 septembre dernier. Alors messieurs, le rugby français est-il en danger? Un petit tour de table, Christophe, oui. Petite question, déjà, c'est plus qu'un soutien. Jean-Marc Lermet, c'est son bras droit, puisqu'il est vrai. En cas de victoire, il est quand même promis à la vice-présidence. Un gros soutien. Ah oui, c'est... Je parle du soutien. Alors, est-ce que, pour répondre à ta question, est-ce que le rugby est en danger? Disons que par cycle régulier, le rugby aime bien se mettre en danger. Donc là, on est dans un cycle... Ah là, c'est le cycle est quand même pas mal. On est un peu au sommet de la courbe, là. Tout de suite, les sujets ne manquent pas, enfin, les sujets divers et variés. Ne manque pas pour dire que le rugby en effet est encore un petit peu en crise. Et on va les aborder dans ce podcast. Arnaud? Alors en danger, peut-être pas. Le terme est un peu fort, mais en ce moment il est bien malade et il y a certains symptômes qu'il faut effectivement surveiller. Alors, on parlait de la garde à vue, on va commencer par là, la garde à vue de 5 personnes, dont Bernard Laporte et Moed Eltrad, président du club de Montpellier, qui ont été entendus récemment par la brigade de répression de la délinquance économique. Alors, on va faire simple, hein, la justice soupçonne entre autres le président de la FFR d'avoir fait pression sur le président de la commission d'appel, Jean-Daniel Simonet, pour qu'il réduise les sanctions prises à l'encontre du club de Montpellier. C'était en 2017, lors d'un match face au Racing. 92, des banderoles sont déployées par des supporters du club de Montpellier, des banderoles hostiles au club francilien et au président de la Ligue, Paul Gauze. Les sanctions étaient les suivantes: un match à huis clos, 70 000 € d'amende. Finalement, des sanctions qui ont été réduites au mois de juin 2017, un match à huis clos a été annulé, et puis l'amende réduite à 20 000 €. C'est ça, Christophe? Oui, sauf qu'à l'échelle d'un club comme Montpellier, et de son budget et de la richesse de son patron, de son président, de passer de 70 000 à 20 000, il n'y aurait pas de quoi se retrouver en garde à vue. Hein. C'est comme si vous, on vous demandait une amende de 10 € et qu'elle soit réduite à 3. Enfin, je veux dire, c'est quand même peanuts. Moi, j'ai surtout... Enfin, c'est pas qu'une impression. On sait très bien que il y a ce petit dossier, en effet, de coup de fil ou pas coup de fil, l'influence ou pas influence sur le président de la commission d'appel pour réduire et adoucir l'addition à M. Eltrad, qui venait d'être... de devenir un sponsor principal et important de l'équipe de France, donc de la Fédération française de rugby. Et notamment, après aussi, il était pressenti comme une pierre angulaire de la présentation du dossier pour l'obtention de la Coupe du Monde. En 2023. Voilà. On va juste rappeler, Christophe, que Bernard Laporte a reconnu avoir passé un coup de fil à M. Simonet pour lui donner, dit-il, un éclairage politique. C'est ça, un éclairage politique. Donc oui, il y a cet aspect des choses, mais on sait bien que depuis la garde à vue de ces 5 personnes, que ça va bien au-delà. D'ailleurs, le JDD le révèle dans son édition d'hier. C'est qu'en effet, les enquêteurs se penchent surtout, et beaucoup à mon avis, sur l'obtention de cette organisation de la Coupe du Monde 2023. On sent qu'ils sont en train de gratter, de savoir si on va appeler un chat un chat, hein, si les voix ont été achetées, quelle a été l'influence sur certains pays, pour que ces pays-là donnent leur vote à l'organisation française. Et si j'ai bien tout compris, on reproche notamment aussi à Moed Eltrad d'avoir prêté un avion à Bernard Laporte. Je ne suis pas féru de droit, je ne suis pas assez pointu dans ce domaine-là, mais est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est condamnable? Ça, je ne sais pas bien.
c'est peut-être compliqué là. Bon, en tout cas, Arnaud, on imagine que cette histoire de garde à vue, c'est, on va dire, c'est une tâche supplémentaire sur l'image du rugby qui n'est pas toujours reluisante. Juste pour finir, Arnaud, excuse-moi, on parle évidemment de cette garde à vue dont l'écho a été amplifié par le fait qu'elle intervient 10 jours avant l'élection. Mais je crois savoir que depuis début juillet, Bernard Laporte est au courant qu'il va être entendu à ce moment-là. Oui, c'est Le Monde qui l'a affirmé, qu'il était au courant. Il faut savoir que c'était prévu début avril. C'est le Covid et le confinement et tout ce que on l'a informé début juillet, il a demandé un report. Alors lui, il a demandé plusieurs reports pour évidemment éviter que ça tombe à un mauvais timing pour lui. Ces reports n'ont pas été acceptés. Et ces reports n'ont pas été acceptés. Donc, Arnaud voilà. Oui, je me souviens plus de la question que vous m'avez posée, Martial, mais c'est effectivement, je crois que vous me demandiez si cette affaire peut porter une tâche préjudice, supplémentaire sur l'image du rugby français. Évidemment, quand on a le plus haut dirigeant de la fédération, les plus hauts dirigeants de la fédération française qui sont en garde à vue, c'est jamais une publicité positive, pour le sport en question. Je fais un petit parallèle avec le football à l'époque. Rappelez-vous, Sepp Blatter, Platini. Pareil, le football en ressortait pas grandi. Donc non, effectivement, c'est pas un bon signal à 10 jours des élections. Bon, après, ça c'est le calendrier judiciaire et on va pas y revenir dessus. Hein. C'est comme ça. Mais ouais, effectivement, non. On se met à la place des spectateurs, des amateurs de sport qui lient que le président de la fédération est en garde à vue pour des sujets divers. Effectivement, c'est pas une bonne publicité. Et admettons qu'il y a une présomption d'innocence, attention. Hein. Oui, mais bien sûr. Imaginons qu'il y ait eu des irrégularités compte tenu de l'obtention de la Coupe du Monde 2023 en France. Ça serait encore plus problématique. Moi, ce que j'ai tendance à dire quand même, c'est qu'en effet, il y a la présomption d'innocence qu'il faut respecter. Mais on voit pas, j'ai du mal à voir tout un peu ce barouf qu'il y a eu, ces échos qui ont été amplifiés, été repris dans quasiment tous les médias. Oui. Si c'est pour accoucher de dire on boucle le dossier, il n'y a rien dedans. C'est un truc qui paraît un peu aberrant. Quoi. Ça serait très étonnant de la part d'une institution comme le parquet financier d'avoir... Ils n'ont toujours pas ouvert de formation judiciaire, il n'y a pas de mise en examen. Tout à fait, ils sont sortis libres après une trentaine d'heures de mais quand même, il y a eu une enquête. Mais au-delà de tout ça, alors c'est vrai que ça ne fait pas plaisir quand votre sport fait plus les choux gras et remplit ses colonnes des chroniques judiciaires que les chroniques sportives. Mais quand on parle du rugby en danger, pour en revenir au thème général, ce qui est plus embêtant, c'est la perte des licenciés, la perte de... Donc 54 000 licenciés sur les 4 dernières années. C'est exactement ça. C'est ça. Même si tout n'est pas à mettre sur le dos de Bernard Laporte et de son équipe. Il y a eu les effets des commotions cérébrales, des décès brutaux sur le terrain. Et puis peut-être aussi la montée en puissance d'autres sports. Il y a tout un tas de raisons qui fait que le rugby, oui, en effet, est en perte de vitesse à ce niveau-là. Il y a aussi un aspect, je pense, qui n'est pas négligé dans le fait de cette perte de licenciés qui est assez importante depuis 4 ans. Il y a les résultats de l'équipe de France aussi qui font... Oui. Qui avant l'arrivée de Fabien Galtier... voilà, et puis même ça depuis 10 ans, un petit peu. Ouais, ça fait depuis 10 ans. Ouais. Ça me fait... Je me remémore une des phrases de quelqu'un qui connaissait bien ce milieu, qui m'a dit la plus mauvaise chose qui soit arrivée à l'équipe de France, c'est d'avoir été en finale en 2011. Quoi. Alors qu'elle ne méritait pas. Là, on a cru que... C'est l'arbre qui cachait la forêt. Bien sûr, et puis on s'est réfugié derrière ça pour dire le rugby va bien, regardez, on est vice-champion du monde et on a perdu d'un point une finale qu'on aurait dû gagner. C'est-à-dire, en clair, on devrait être champion du monde. Ça a été la pire des choses pour le rugby français. Ça, je me rappelle vous allez me dire que je dresse souvent en parallèle avec le football, mais je me rappelle de l'épisode Naïsna qui est incomparable avec les résultats de l'équipe de France de rugby, mais après l'épisode Naïsna, le football a vraiment été en perte de vitesse au niveau des licenciés. Ouais. Et donc l'image de l'équipe nationale, ses résultats jouent aussi sur cette diminution des licenciés. Alors on parlait des soucis judiciaires de Bernard Laporte. Il y a aussi autre chose dans l'actualité. On va rappeler que la Ligue nationale de rugby a saisi la justice administrative dans le litige qu'il oppose à la FFR concernant la mise à disposition des internationaux pour les matchs d'automne. Est-ce
que cette rivalité, j'ai envie de dire éternelle, elle met un petit peu aussi le rugby français en danger, ou est-ce que ça participe à la cacophonie, c'est presque une tradition. Ça a toujours été des relations un peu conflictuelles, un peu compliquées, mais bon, il y a encore là aussi une pierre dans le jardin de Bernard Laporte avec l'interview qui est donnée par Paul Gauze ce matin chez nos confrères de l'équipe, où on apprend quand même que l'histoire du nombre de matchs à l'automne, c'est pas une injonction de World Rugby. C'est-à-dire que World Rugby a élargi la fenêtre, permettant l'organisation de plus de matchs que ce qui était prévu. Oui, Paul Gauze dit clairement que c'est la fédération. C'est la fédération qui a dit non, nous on veut 6 matchs. Donc c'est un passage en force de la gouvernance actuelle que dénonce Paul Gauze. Oui, on va rappeler que la Fédé exige 6 matchs alors que les clubs et la Ligue... il y en avait 3 de prévus au départ. Voilà, et d'accord pour 5. Il y en avait un 4e qui s'est greffé automatiquement et que ne pouvait pas refuser la Ligue et personne, c'était le report du dernier match du tournoi France-Irlande. Contre l'Irlande, ouais. Et la Ligue a donné un match supplémentaire, une date supplémentaire en montant à 5. La Fédé en veut 6. On a bien compris que c'était aussi pour des questions pécuniaires, pour des raisons économiques, ce qui se comprend. Alors qu'on ne peut plus remplir de stades. Sauf que là, ça va devenir compliqué, mais il y a quand même des droits télé. Enfin bon, voilà. Donc là, c'est un bras de fer à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de conciliation possible, donc ça finit en effet encore une fois encore devant des juridictions qui n'ont rien de sportive. Et il y a un petit serpent de mer aussi qu'on rajoutera concernant ces matchs de l'automne. Apparemment, France-Irlande, on a vendu 80 000 places pour ce match. On ne sait toujours pas mais il y aura pas, on ne connaît pas encore les jauges des chiffres octobre. Mais ça, on ne peut pas le reprocher à la Fédé qui l'a vendu quand on pensait qu'à l'automne, on parlerait plus de on disait tous qu'en septembre, ça reviendra. C'était d'ailleurs plutôt un bon signe parce que 80 000 personnes, ça veut dire qu'on retrouvait du monde derrière cette équipe de France qui en avait besoin, qui le méritait par rapport à... Oui, par rapport à ses performances dans le tournoi. Par rapport à ses dernières performances, c'était plutôt intéressant. Quand même, vendre 80 000 places... c'est un coup de poker. C'est un coup de poker. On voyait bien qu'on n'allait pas se sortir immédiatement et dans les prochains mois sur cette épidémie de Covid. Moi, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher ça, la Fédé. On peut leur reprocher beaucoup de choses sans doute. Mais gouverner, c'est prévoir. Oui, mais là, dis-moi qui a pu prévoir le coronavirus. Au printemps dernier, on imaginait bien que ça serait compliqué d'avoir 80 000 personnes dans un stade Arnaud président. En octobre. Non, je n'ai pas les compétences. Non, mais t'as raison. Non, mais pour revenir à ta question, Martial, c'est ce que reproche notamment par la voix de son président Paul Gauze ce matin à la Ligue. C'est un peu la défense de Bernard Laporte suite à cette garde à vue où il a tiré. Enfin là, en garde à vue, il a tiré à vue. Oui, il a allumé la Ligue, il a allumé son opposant. Il crie au complot, il estime que. Florian Grill, donc il est lui aussi candidat à la présidence de la FFR. Il a parlé de putsch, même s'il s'en est défendu après. Enfin bon. Paul Gauze dénonce des insultes indignes. Enfin, on peut le comprendre aussi. C'est peut-être. Ce qui est gênant, c'est que ce sont des attaques sur les hommes. Et c'est ça qui est un peu perturbant, qui est un peu dérangeant, je trouve. Oui, c'est plus une campagne électorale. C'est un peu la manière une guerre de tranchées. Oui, c'est vrai que c'est partie du personnage. Qui n'hésite pas à sortir les couteaux. Messieurs, je voulais aborder avec vous un dernier point. On parle justement de Paul Gauze dans cet entretien à l'équipe. Il parle bien évidemment des attaques de Bernard Laporte, mais il évoque aussi les difficultés économiques rencontrées par les clubs en raison de la crise du Covid. Alors il dit, nous avions fait une évaluation jusqu'au 31 décembre avec des jauges à 5 000. Les pertes s'élevaient déjà à 54 millions d'euros, mais avec des jauges bloquées à 1000 spectateurs, ces pertes seront beaucoup plus importantes. Parce que le vrai danger qui menace le rugby français, c'est pas le club professionnel. Ça rentre complètement dans le cadre de notre débat et ça concerne le rugby professionnel, c'est-à-dire 30 clubs, mais c'est la vitrine de ce sport. Après l'équipe de France, bien sûr. Et c'est vrai que ces jauges-là mettent en danger réellement l'économie et le modèle économique du rugby. Même si certains ont élevé la voix pour dire que c'était peut-être le moment de revoir ce modèle économique parce qu'il était... c'est un modèle qui... Tu veux dire que le rugby français vivait un petit peu au-dessus de ses moyens ? Bien sûr. L'inflation de 300% des salaires en 10 ans était juste pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, chaque fois que ce sport a rentré de l'argent supplémentaire par des droits marketing, des droits commerciaux, des droits télé, 99% ça va dans les poches des joueurs.
c'est pas la faute des joueurs. Hein. Oui, bien sûr. Ça vient des dirigeants, des présidents qui recrutent et qui ont fait monter les enchères. Ça, plus l'arrivée de gens très fortunés à la tête de beaucoup de clubs, des gens qui ont de la caillasse, comme on dit. Comme Jackie Lorenzetti pour le Racing 92. Il y en a plein. Il y en a d'autres. Trad, Lorenzetti, Ginon à Lyon, enfin bon voilà. Et puis on oublie le plus riche d'entre eux, c'est le Dr Wild au Stade Français. Oui, c'est vrai. Donc tous ces gens-là ont beaucoup d'argent, investissent, mais c'est à perte, quoi. Déjà que c'est dur d'avoir du retour sur investissement dans ce milieu, dans le monde sportif professionnel, mais là c'est juste... c'est juste pas possible sur le long terme. C'est-à-dire que ces gens-là, un jour, ils vont se dire mais stop, on met un frein, et là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ils vont mettre en danger tout le modèle sportif du top 14, enfin, du monde professionnel du rugby, quoi. D'accord, Arnaud, il faut nettoyer les écuries. Il faut revoir le système, à mon avis. Il faut revoir le système, exactement. On peut pas. On voit bien que l'économie du rugby professionnel est fragile. On ne remplit pas les stades. Il y a des clubs qui parlent de menaces de disparition, carrément. Donc on voit bien que c'est un contexte assez fragile. Tout ça. On a même vu un président comme celui du Stade Toulousain, qui est donc un des gros clubs. C'est Toulouse, qui tire la sonnette d'alarme. C'est Toulouse, c'est peut-être le club, un des clubs les plus exposés de par son économie réelle, qui est vraiment... où il n'y a pas de mécène derrière, il n'y a pas de milliardaire qui tient les rênes. Donc là, en termes d'image, qui est lié, le Stade Toulousain qui est lié à deux choses, qui sont les rentrées directes avec les billetteries, tous les produits dérivés qu'il y a autour, et le tissu économique de partenariats, partenaires et sponsors divers qu'il y a autour de cette agglo de Toulouse qui est très, très, très importante. Et eux, ils sont vraiment en danger. En plus, ça repose beaucoup sur l'aéronautique, parce qu'on sait que c'est le fief français de ce secteur de l'industrie. C'est un secteur qui est en pleine crise. Et c'est le secteur, peut-être avec le tourisme, qui est le secteur le plus touché par la crise. Donc c'est clair. Mais bon, Jean-Michel Guillon, qui vient d'arriver à la présidence de l'ASM, l'avait dit, à 5000, c'est pas jouable. Mais on n'avait même pas envisagé de lui poser la question à 1000 parce que c'était pas encore dans les tuyaux il y a un mois, quoi. Il va peut-être falloir poser la question bientôt. Donc si ça devait tomber à 1000, là, enfin ici il y a déjà plusieurs clubs qui sont à 1000, Toulouse, Lyon, les clubs parisiens et Bordeaux. Donc toutes les grosses métropoles en fait. Clermont, effectivement, la métropole de Clermont est... Elle est dans la deuxième liste, c'est pas les plus grandes, elle ne fait pas partie des 10 métropoles. Mais dans le cadre de surveillance concernant le Covid, c'est une ville qui peut basculer, qui est particulièrement surveillée. Qui peut basculer, donc là ça crée de la frustration, ça va créer de la déception évidemment, mais les gens vont perdre le goût au rugby, quoi. C'est très, très, très dangereux. Économiquement, oui, c'est un sport qui est en danger. Messieurs, merci pour ce débat. On referme ce débat et on ouvre la page des tops et des flops. On va commencer avec vos tops. Christophe, ton top, s'il te plaît. Mon top, c'est la performance du Racing, et notamment en Champions Cup, en battant les Saracens, qui était mine de rien l'ogre de cette compétition. On sentait une équipe et un club qui avait envie Ils avaient battu le Leinster au tour précédent. De dire merde à tout le rugby. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous nous avez relégués en deuxième division. Regardez ce que vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Mais là, ce qui m'impressionne dans la performance du Racing, on le sait, ça a animé clairement pendant très très longtemps. On espère que ça va revenir très vite. C'est la confiance. Et la totale confiance qu'a actuellement le Racing, elle est impressionnante parce qu'ils ont été moins dominateurs évidemment que Michelin. Complètement. Dans l'affrontement, dans le défi physique, dans tous les fondamentaux. Mais ils ont fini. Mais le fait qu'il y ait ce capital confiance, ce supplément presque d'âme qu'apporte cette confiance, fait que vous tentez le truc qui va... Bon, il faut avoir les joueurs, bien évidemment. Finn Russell aussi, quand même. Finn Russell, Vakatawa. La doublette magique. Ouais, mais il faut avoir les joueurs. Mais ça vient aussi de la confiance que dégage l'équipe de Laurent Travers aujourd'hui. Elle est fabuleuse. Après, les Saracens ont eu 2 grosses occasions d'essai, ils n'ont pas su tuer le match, je pense notamment à... une grosse occasion juste avant l'essai, d'ailleurs, je crois, du Racing. Les Saracens auraient inscrit l'essai là, c'était terminé. Mais bon, après, le Racing, ça n'empêche que le Racing a fait un très gros match.
Ils ont été dominés devant, mais quand même, ils n'ont rien lâché. Et, ils n'ont pas fait un gros match. Hein. Ils ont pas. C'est une performance qui était moins aboutie que celle du Michelin, par exemple, en quart de finale. Hein. Et ils joueront contre Exeter. C'est pour ça que je mets en exergue la confiance qui se dégage de cette équipe. Arnaud, ton top s'il te plaît. Mon top, c'est le Stade Aurillacois qui allait s'imposer, c'était vendredi soir à Sapiac à Montauban 20-11. Et c'est surtout ce dernier essai, là, cet essai de 80 mètres inscrit par le jeune Alagna qui effectuait ses débuts professionnels. Oui, il y a une certaine fraîcheur au niveau du Stade Aurillacois en ce début de saison, des essais qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans cette équipe. C'est souvent du gros combat d'avant avec les Cantaliens. Et ouais, je voulais saluer cette belle performance et ouais, c'est cette fraîcheur qui se dégage de cette équipe en ce début de saison. On a même parlé de All Black Aurillacois sur cet essai. Hein. Ouais. Ah oui, carrément. C'est de la PlayStation presque. Christophe, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bons jeux de rugby sur PlayStation. ton flop, Mon flop, alors c'est pas le Stade Toulousain, attention, qui a perdu à Exeter également en demi-finale, mais c'est les conditions de préparation de cette demi-finale pour le Stade Toulousain qui ont quand même été très compliquées. Ça a été toute la semaine. On a eu l'impression d'une équipe qui avait presque peur de se déplacer, de peur d'être forfait parce qu'il y avait eu un cas, testé tous les jours, entraînement en particulier. Donc les conditions n'étaient pas forcément réunies pour le Stade Toulousain pour relever ce défi à Exeter. Et en plus, ils arrivent là-bas et on les fait changer au milieu du champ. Enfin bon, c'était vraiment pas top. Et pas digne d'une compétition qui a 25 ans d'âge maintenant et qui est rodée, qui est reconnue, qui est légitime. Et qui fête ses 25 ans. Qui fête ses 25 ans. Donc voilà, la semaine de préparation, je me mets à la place des Toulousains, pas dû être facile à vivre. Arnaud, ton flop? Je vais reparler de Jauge, hein, c'est un peu le mot à la mode en ce moment. Il y a un truc qui m'a un peu échappé, que j'ai pas tout compris, c'est encore des réglementations et des recommandations. Vendredi soir, gala de boxe à la U Arena où joue le Racing, 5000 personnes, autorisation à 5000 personnes. Le lendemain, même endroit, match de rugby, autorisation 1000 personnes. J'ai pas compris pourquoi du jour au lendemain on pouvait baisser comme ça. Bon, petite consolation, les 5000 personnes de vendredi soir n'ont pas eu le temps le virus n'a pas eu trop le temps de circuler. Ouais, ça a été rapide. Petit combat d'1 minute 30, terminé, au revoir. Je sais pas s'ils en ont eu pour leur argent. Ah non, pas vraiment. Ou alors, non, mais ça fait cher la minute. Cet écart de jauge, cet écart de jauge en l'espace de 24 heures, j'ai pas trop compris et je pense que ce genre de décision ne participe pas à faire comprendre les recommandations à la population française. Quand les gens ne comprennent pas, ils ont du mal à l'appliquer après. Bien, messieurs, on a bientôt fini ce podcast, on va quand même le finir avec un quiz. On parlait des élections, de l'élection du président de la FFR. On va donc faire un quiz sur l'équipe de France, sur le 15 de France. On commence avec cette première question. Le 1er janvier 1906, c'était il y a longtemps, la France, celui qui dit que j'étais né, la France dispute son premier match officiel. Qui était ce jour-là l'adversaire du 15 tricolore? Angleterre. La Nouvelle-Zélande, bonne réponse de... Même les questions de 1906, il les connaît, Christophe. Le 2 avril 1927, j'étais né. Les Bleus battent l'Angleterre pour la première fois. Où se joua ce match historique? Vous le savez? À Colombes, allez. Non. Stade de Colombes, bonne réponse. Ah oui, j'avais 3 propositions, tout à fait, Stade de Colombes. Je voulais vous proposer le Parc des Princes, mais en 1927, on sait bien que le Parc des Princes n'existait pas. Le 17 février 1961, les Springboks se présentent au Stade de Colombes, justement. Quelle est la particularité de ce match? Alors j'ai 3 possibilités. 0-0. Et voilà, je vais rembarrer mes 3 possibilités. C'est le seul 0-0 de l'histoire du rugby. Et ça a donné lieu à un livre remarquable de l'ancien journaliste et écrivain Denis Lalanne qui avait écrit après ce match La Mêlée Fantastique. Il fallait vraiment avoir une belle plume pour faire un bouquin sur un match sur un 0-0 au rugby quand même. Allez, en 1977, la Banda Fourou remporte le 2e Grand Chelem de son histoire. Quelle est la particularité de ce Grand Chelem? Les 15 mêmes joueurs ont joué les 4 matchs. Voilà, il a été gagné ce Grand Chelem avec les 15 mêmes joueurs. Combien de fois les Bleus ont-ils réalisé le Grand Chelem lors du tournoi des 5 ou 6 nations? On en est à combien à peu près? 5 et 6 mélangés? Ah oui, 5 et 6 mélangés. C'est 7 ou 9.
Ah, il y a la bonne réponse. Moi, je vais Vas-y, Arnaud, casser le tente. moment, je vais lui les... Beau geste, je laisse Non, répondre. c'est 9, oui, avec les 6 nations. Le prochain, ce sera le 10e. À quand remonte le dernier Grand Chelem 2010. Sur les 30 dernières années, quel joueur du 15 de France compte le plus de sélections en tant que capitaine? J'ai pas dit plus de sélections en tant que capitaine. Sur les 30 dernières années. C'est Thierry Dussautoir, effectivement, sur les 30 dernières années, depuis 1990. C'est Thierry Dussautoir avec 56 sélections devant Fabien Pelouse, Ouais, je voulais 42, dire et Pelouse. Raphaël Ouais, tu vois. Ibanez, 41. Une dernière, un qui suis-je? Alors là, ça remonte. Hein. Je suis né le 27 août 1924 à Dax. Et je suis mort le 4 juillet 2002 à Vichy. J'ai évolué au poste de demi-mêlée. J'ai joué à Dax puis Racing Club de France. J'ai entraîné le RC Vichy. J'en suis qu'à la moitié. J'ai entraîné le RC Vichy durant Zézé 18 ans. Je suis surnommé Zézé. C'est pas du faux, c'est du faux, il me semble. C'est ça? Gérard, c'est ça? C'est ça. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour ce podcast. Et en plus, on nous souffle la bonne réponse. Ouais. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes de podcast. Merci beaucoup, messieurs. À la prochaine. Merci Salut. Marcel, Salut, merci à tous.